Libre-échange. Une personnalité se livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. Je suis ravi de vous retrouver en cette nouvelle année, nouvelle saison, avec évidemment de nombreuses interviews, avec une année très riche, n'est-ce pas Laurent Burgoa? Bonjour. Bonjour Olivier Biscay. Vous êtes le sénateur LR du Gard, l'un des sénateurs du Gard, du parti Les Républicains, une année qui s'annonce intense, pleine de surprises, on le voit bien en ce début d'année, avec un nouveau gouvernement qui va être nommé prochainement. Mais nous avons déjà un nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Que vous inspire, Laurent Burgoa, cette nomination? Écoutez, c'est le choix du président de la République et c'est son droit. En tant que président de la République, il peut désigner un nouveau Premier ministre. Je crois qu'il avait vu que Mme Borne était un peu essoufflée et malheureusement, elle n'était pas très proche des attentes de nos concitoyens. Je connais, puisque depuis que je suis parlementaire, ça fait 3 ans, j'ai vu que Gabriel Attal a été d'abord secrétaire d'État à la jeunesse, après ministre des Comptes publics, ministre de l'Éducation nationale. Franchement, on n'est pas de la même chapelle, mais j'apprécie sa compétence, sa connaissance des dossiers. Et j'allais dire, en tant que ministre de l'Éducation, en 6 mois, il m'a plutôt agréablement surpris avec des positionnements forts sur la laïcité dans l'école, sur le harcèlement scolaire. Donc, et puis, il a un certain dynamisme. Et donc, écoutez, nous, vous savez, au Sénat, on juge les gens non pas sur les personnes, mais sur les actes. Donc, j'attends avec impatience son discours de politique générale, ses premiers projets de loi, et nous le jugerons sur ses actes et non pas sur sa personnalité. Donc vous, l'homme de droite, vous avez été plutôt séduit par l'homme de gauche qui est Gabriel Attal et le macroniste à l'Éducation nationale. Vous savez, je crois que de nos jours, les gens ne font pas fi des partis politiques. D'ailleurs, quand on voit l'état de la plupart des partis politiques, donc je crois que ce que attendent nos concitoyens, c'est du bon sens, c'est des décisions dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt des Français et des Françaises. C'est la position d'ailleurs de la majorité sénatoriale amenée par le président Larcher, qui n'est pas du tout sectaire. Donc c'est pas parce que le gouvernement n'a pas les mêmes idées que moi qu'on doit dire que les propositions qu'ils font sont mauvaises a priori. Quand on a 34 ans et qu'on est nommé à Matignon, ce qui est un record, une performance dans la Ve République, le dernier c'était Laurent Fabius à 37 ans, est-ce que c'est un handicap? Est-ce que c'est un atout? Vous qui avez fait beaucoup de politique. Il faudra voir comment il manage son équipe, comment il la compose en premier temps. On jugera là aussi aux actes. C'est vrai qu'il y aura certainement une forte personnalité dans cette équipe. Darmanin, que je connais bien, Bruno Le Maire, que je connais aussi, puisque nous étions dans la même chapelle il y a encore quelques mois, qui sont quand même des fortes personnalités. Après, je pense il est peut-être jeune dans l'âge, mais en politique, c'est pas un perdreau de l'année non plus, Attal. 10 ans d'expérience, en effet. 10 ans d'expérience, et puis, je pense que quand vous êtes ministre des Comptes publics, c'est quand même un gros ministère avec une complexité. Et moi, je pourrais dire que expliquer le côté budgétaire, comme il le faisait d'ailleurs au Sénat de manière très pédagogique, je crois que ça nous a marqué. Et puis, je dis, son positionnement en tant que ministre de l'Éducation nationale, donc il a une forte personnalité. Et j'allais dire, il est peut-être dans ce côté de dépaysement, c'est-à-dire que dans le ni gauche ni droite, qui n'a pas eu toujours du succès du président de la République, mais lui peut-être peut l'insuffler. Alors, est-ce que ça ne va pas être le pire ennemi d'ailleurs du président de la République? Parce qu'on sait que depuis quelque temps, le Premier ministre est plutôt le principal collaborateur du président. Est-ce que lui ne va pas vouloir aussi s'émanciper du président? Laurent Burgoa, sénateur LR du Gard, on dit beaucoup que le pays est fissuré, traversé de nombreux doutes, de nombreuses fractures. Est-ce que l'une de ses principales missions n'est pas de refédérer finalement le pays au-delà d'apporter des solutions concrètes aux Français sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité? Je crois que vous avez raison. Et j'allais dire, il faut redonner confiance à nos concitoyens, à la chose publique, à la politique. Je pense que ce qui a fait le plus mal à la démocratie, c'est le 49.3. Alors, non pas sur les textes budgétaires, c'est sur le projet de loi retraite, où il a été promis que ce texte serait voté sans 49.3. Et malheureusement, à cause de mes amis politiques, de certains députés LR qui n'ont pas appliqué
nos desiderata, puisque ça faisait partie de notre projet présidentiel, notre projet législatif. La première ministre, Mme Borne, a dû utiliser ce 49.3 qui n'est pas trop démocratique. Moi, j'aurais préféré qu'elle aille au vote. Même si elle aurait été refusée de 2 ou 3 voix, ben, c'était la démocratie qui s'exprimait. Il y a une loi récente, c'est la loi sur l'immigration. On sait que le Conseil constitutionnel devrait trancher sur un certain nombre d'articles le 25 janvier. C'est ce qu'a annoncé son président Laurent Fabius. Qu'est-ce que vous en attendez de cette loi dont on sait qu'elle est importante pour les Français? Je crois qu'il y avait une forte attente de nos concitoyens et que je crois que 2023 a été l'année du Sénat. On critique, je crois, il y a encore quelques années, on disait ça sert à quoi le Sénat? Il faut le supprimer. Les sénateurs, ce sont que des personnes en fin de carrière qui sont presque à la porte de l'EHPAD. Et en fin de compte, on voit qu'en 2023, l'année du Sénat, à travers le projet de loi retraite, à travers ce projet de loi immigration, puisque nous, quand on est parlementaire, on doit voter la loi. Nous, au Sénat, on vote les lois. À l'Assemblée nationale, ils ne peuvent pas voter les lois dans ce marasme politique qu'il y a. Parce qu'il n'y a pas de majorité, en effet, retrouvée. Oui, mais parce qu'aussi, il y a ces deux extrêmes. Vous savez, je crois qu'en politique, on peut avoir des idées différentes, mais aboyer, ça ne sert à rien. Et malheureusement, l'image que donnent notamment les députés LFI est très néfaste à la démocratie. Alors nous, au Sénat, on l'a voté, on l'a même durci, la loi par rapport, dans un certain consensus. Moi, j'étais plaidé. Certains de mes collègues au groupe ne voulaient pas entendre parler de l'article 3. Moi, je n'étais pas fermé sur l'article 3, pas sur le fait qu'il fallait, j'allais dire, une régularisation massive, mais sur le fait qu'au cas par cas, j'étais favorable parce que c'est le cas de nos jours. Ça m'arrive, moi, à titre personnel, d'intervenir auprès de la préfecture du Gard par rapport à des gens qui travaillent dans l'entreprise. Et cette entreprise a besoin que cet étranger puisse perdurer parce qu'il apporte réellement une plus-value. Donc, c'est vrai que l'article 4 bis, j'ai milité pour cet article 4 bis et je crois qu'on s'en est bien sorti et que c'est une bonne chose. Après, ça veut dire que pour les métiers en tension, il faut pouvoir régulariser, il faut pouvoir accompagner l'intégration au cas par cas. Oui, écoutez, moi je vais vous dire encore récemment, quand vous avez une infirmière qui travaille dans une grande polyclinique nîmoise et qui est nécessaire au service, je ne crois pas pourquoi on ne pourrait pas la régulariser alors qu'elle est sérieuse. Est-ce que quelqu'un qui travaille dans le BTP, qui travaille dans une boulangerie, si réellement il est nécessaire à l'activité, je suis favorable, à condition que cette personne, bien sûr, respecte les règles de la République, ce que font la majorité. Je crois que ce qu'on a voulu à travers ce projet de loi, c'est mieux statuer par rapport à l'immigration irrégulière et illégale et donner des outils aux forces de l'ordre pour pouvoir agir. Vous savez, moi, je fais actuellement une formation au ministère de l'Intérieur, à l'IHEMI, et je rencontre des professionnels, des policiers, des gendarmes qui me disent on n'a pas les outils pour pouvoir remettre aux autorités compétentes des personnes qui sont en situation irrégulière. Ils sont sur notre sol et on laisse sur notre sol. Donc, je pense qu'un des atouts de cette loi, c'est qu'on a donné des moyens à nos forces de l'ordre de mieux ramener dans leur pays les gens qui, malheureusement, ne peuvent pas rester dans notre pays. Et sur ces points-là, les Français ont besoin de réponses à la fois concrètes et immédiates. Tout en étant... On n'a pas eu besoin parce qu'il y a un phénomène, c'est ce texte est de résonance RN. On n'a pas besoin du RN. Enfin, quel que soit, quand j'entends le député RN qui a été en commission paritaire, on dirait que c'est son succès. Non, ce n'est pas son succès, puisqu'il était 1 sur 14 de la commission mixte paritaire. C'est une entente entre la majorité sénatoriale et la majorité relative de l'Assemblée nationale issue du camp présidentiel. On a souhaité durcir le texte comme le souhaitait le ministre de l'Intérieur. Et vous qui êtes républicain, qui êtes attaché aux valeurs de la France, est-ce que ça ne vous a pas choqué qu'à l'Assemblée nationale, la NUPES, le RN et une partie de LR votent ensemble la motion de rejet? Je l'ai dit d'ailleurs. Personnellement, je ne l'aurais pas voté, je me serais abstenu. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas mettre ma voix en tant qu'LR avec des insoumis, avec les LR. Moi, je mènerai toujours mon combat depuis que je fais de la politique. Je suis contre les extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Donc, je ne peux pas mêler ma voix avec l'extrême gauche et l'extrême droite. Et je regrette que certains députés LR aient mêlé leur voix. Quel regard vous portez sur votre famille politique? LR qui a traversé là aussi un certain nombre de soubresauts. Éric Ciotti est à sa tête depuis un an maintenant. Est-ce que ce parti politique que vous connaissez bien est sur la bonne voie? Notre difficulté, c'est que
on est étouffé, que la force du président Macron en 2017, là où il était élu, c'était sur le ni gauche ni droite. En fin de compte, après cela, il a annihilé la droite classique et le PS. Parce que vous avez une situation, excusez-moi, avec ce chasseur, on est comme des perdreaux des ailés. Chaque fois qu'on veut se renvoler, on prend un coup de fusil. Excusez-moi. Donc, à partir de là, Macron a créé l'extrême gauche et l'extrême droite. Et que c'est très compliqué pour nous, maintenant, encerclés entre la Macronie et l'extrême droite, de pouvoir exister médiatiquement. Si on va trop... Moi, je crois la droite républicaine, elle doit avoir deux jambes, le régalien et du social aussi, parce qu'on a besoin d'une droite sociale, on a besoin du côté humain. Une droite chiracienne. Oui, moi, écoutez, si j'ai fait la politique, c'est par Jacques Chirac, pour la France pour tous. Ce slogan 95, c'est ce gaullisme social qui m'est cher. Ça veut pas dire qu'on peut avoir de l'autorité, de la fermeté, mais aussi tendre la main, parce que dans notre société, on peut avoir un accident et qu'il est normal que la société vienne en aide à ceux qui le souhaitent. Alors, c'est vrai qu'on se cherche. Moi, on attend avec impatience, j'espère qu'aux européennes, on fera un score de plus de 5%. Autrement, ça veut dire qu'on n'aura pas pour la première fois plus de représentants au Parlement. Ce serait une catastrophe. Après, est-ce qu'il y aura une recomposition politique? Je n'en sais rien. Toujours, vous savez, ce qui est vrai le dimanche peut être faux le lundi. Mais ce qui est vrai, c'est que où que je sois, quel que je sois, je mènerai toujours ce combat contre les extrêmes. Parce que pour moi, je ne souhaite pas que les populistes arrivent au pouvoir. Vous disiez que vous étiez chasseur. Il y aura une liste portée, entre autres, par des chasseurs, des défenseurs des traditions. Elle dit quelque chose, cette liste, quand même, parce qu'elle parle des territoires, elle parle de nos traditions, de nos modes de vie. Elle parle aussi, c'est un appel aussi de la ruralité. Ouais. Je crois que quand vous voyez le résultat des dernières élections, que ce soit présidentielles ou législatives, on voyait que la ruralité a plutôt voté extrême droite et les urbains plutôt extrême gauche. Vous voyez, donc Mélenchon et Le Pen. Et donc il faut un message, parce que ce n'est pas l'extrême droite qui va résoudre nos problèmes comme l'extrême gauche. Et que c'est un appel de gens qui vivent dans la ruralité, qui en ont ras-le-bol d'être méprisés. Vous savez, dans la ruralité, quand vous voyez par exemple Orange, un poteau d'orange qui met des mois à être réparé, quand vous n'avez le prix du carburant, parce que l'augmentation du prix du carburant touche avant tout ceux qui habitent dans la ruralité. C'est pas les urbains qui bénéficient des transports collectifs. Quand vous habitez dans la ruralité, vous avez besoin de la voiture. Et la voiture, c'est l'utilité. Et qu'avec même l'implantation maintenant des ZFE, ça pénalise aussi la ruralité, parce qu'il y a des gens qui ont des petits moyens, la précarité en ruralité. Et des gens ne peuvent pas changer leur voiture pour pouvoir rentrer dans une grande ville avec une voiture peut-être qui diesel depuis des dizaines d'années. Donc tout cela, c'est un peu, à un moment, un appel à ce qu'il y ait un certain équilibre entre l'urbain et la ruralité. Puis sur les traditions, c'est la culture, c'est l'identité de notre territoire. Et que c'est pas parce que M. X ou Mme Y qui ne connaît pas cela doit l'interdire. Je crois qu'on est dans un pays de liberté et qu'on doit respecter ceux qui aiment comme on doit respecter ceux qui n'aiment pas. Et qu'on ne demande pas, notamment par nos traditions locales, on ne demande pas de les étendre dans d'autres départements, mais on demande juste de nous les respecter là où elles sont. On disait souvent que le Sénat est la chambre des territoires. Est-ce que vous avez le sentiment de l'incarner? Oui, parce que vous savez, dans ce département, ça fait 3 ans que je suis, il y a 351 communes, j'ai fait quasiment le tour de toutes les communes, j'ai fait le tour de toutes les intercommunalités. Oui, je crois que le Sénat a un rôle important, c'est la sagesse. Et on voit à travers une Assemblée nationale qui est plutôt tumultueuse, les débats sont... Bien sûr, des groupes politiques au Sénat, mais le débat chez nous se fait dans le respect. On n'est pas d'accord avec la gauche, mais on débat, on vote, et après on tranche. Et c'est cela, ça s'appelle tout simplement la démocratie. Comment, dans le département, avez-vous illustré votre rôle sur des projets qui ont été conduits, sur des lois qui, au quotidien, changent la vie des Gardois? Notamment, beaucoup impliqué par rapport aux feux de forêt. J'ai été vice-président de la commission spéciale feux de forêt, et on a amélioré notamment tout ce qui est la partie débroussaillement, les obligations légales de broussaillement, qui sont de contraintes. On a essayé d'améliorer cela. Je défends aussi les collectivités territoriales, par rapport au financement, à travers la préfecture, c'est d'obtenir le plus possible de financement pour les collectivités. C'est vrai que nous, les sénateurs, on est les élus des élus. Donc c'est vrai qu'on a un corps électoral très particulier et que ce sont les élus, nos principaux interlocuteurs, et qu'on doit... Je fais une critique au pouvoir actuel, notamment au président Macron, il méprise les élus.
Il en a eu besoin pour les gilets jaunes. Il en a eu besoin pour la crise de Covid. Heureusement qu'on a eu des élus qui ont été les premiers à réaliser des masques, qui ont été les premiers à apporter secours à nos aînés qui étaient confinés. Et de temps en temps, bien souvent, ils méprisent les élus locaux. Parce que je pense que le principal handicap du président Macron, c'est qu'il n'a jamais été élu. Et qu'il ne connaît pas qu'est-ce que c'est qu'être conseiller municipal, conseiller départemental ou conseiller régional, c'est-à-dire d'être sur le quotidien, dans le cambouis, ce que font beaucoup d'élus qui sont la plupart, mais alors aussi, il faut le dire, bénévoles. Est-ce que vous, comme sénateur, vous avez été sollicité par le gouvernement, alors hier d'Elisabeth Borne ou le président Macron, sur des projets de loi, sur des tonalités qu'il peut entendre J'ai sur le plus terrain? d'affinité avec certains ministres que d'autres. C'est sûr que ça va rentrer dans les détails, mais par exemple, on peut échanger par SMS avec le ministre de l'Intérieur sur divers sujets qui le concernent. C'est vrai que ça m'est arrivé que le ministre de l'Intérieur m'interpelle sur des sujets locaux, ni moi qui gère la sécurité, ou sur des sujets nationaux. Et c'est vrai que je trouve que c'est un ministre qui est plutôt efficace et qui est très dynamique. Gérald Darmanin. Et j'espère qu'il restera à ce ministère. Alors qui semble assuré de On n'est rester. jamais assuré. On n'est jamais assuré, paraît-il. Mais en tout cas, bon, c'était bien parti. Les négociations allaient. Il a plus de bon chances train. que d'autres ministres de rester. Je suis d'accord avec vous. C'est ce qui est écrit, évidemment. Alors, vous parlez on fait la parfaite transition de Gérald Darmanin, de votre rôle au Sénat, et puis du rôle local, de la sécurité, par exemple. On se souvient que Gérald Darmanin est venu il y a quelques mois, ici, à Nîmes, à Pissevin, après le drame, après l'insécurité constatée. Où en est-on? Vous savez qu'en matière de sécurité, c'est un domaine qui est complexe, c'est pas le résultat, mais le ministre a tenu ses engagements, puisqu'il y a toujours la gendarmerie mobile qui est présente. D'ailleurs, elle devait être là jusqu'à la fin 2023. Il a pu la maintenir jusqu'à fin janvier 2024. Il y a un commissariat de police en travaillant en étroite collaboration avec la ville de Nîmes qui devrait ouvrir, on va dire, à la fin du premier semestre 2024, parce qu'il y a quelques travaux à réaliser. Moi, je peux vous dire que la police nationale a fait son maximum. Il y a eu quand même une vingtaine d'arrestations il y a quelques semaines, avec quand même... Moi, je tiens à saluer la police nationale, le rôle de Madame le procureur, qui est très active sur ce dossier-là, avec pas mal d'incarcérations. Après, vous savez, je fais partie de la commission d'enquête sur le narcotrafic. On voit très bien que tout ce sujet-là, c'est au niveau international, et qu'il y a des pays qui sont des plateformes internationales. Je pense notamment à Dubaï. Ça vous dit nos auditions, mais on peut dire que Dubaï est une plateforme internationale du narcotrafiquant sur lequel, d'un point de vue international, il faudrait qu'on ait une action, et qu'il faudra aussi voir comment on pourra être plus efficace, parce que vous savez que certains sourient ce que dit des fois Gérald Darmanin, mais s'il y avait plus de consommateurs, il n'y aurait plus de trafic. À ce jour, est-ce que c'est aussi simple? Ça concerne toutes les classes sociales, ce problème-là. Parce qu'il ne faut pas non plus, j'allais dire, du chef d'entreprise jusqu'au peut consommer de la drogue. Je crois qu'il faut être plus sévère par rapport à ceux qui consomment. Également avoir un rôle sur la parentalité, parce qu'on voit que c'est beaucoup de jeunes de certains quartiers qui sont embrigadés dès la fin de leur adolescence dans ces trafics. Donc je crois là aussi qu'il faut avoir une action sur la parentalité, sur l'école dans ces quartiers-là. Et puis, je veux dire, lorsque les pouvoirs publics mettent 1 000 € en face de nous, il y a des réseaux qui mettent 10 fois plus. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est une guerre. Et la guerre, pour l'instant, on perd des batailles, mais il faudra qu'on en gagne pour gagner, in fine, la guerre. Et c'est le rôle de l'État, du gouvernement et des collectivités, et de la collectivité de Nîmes, ici? Oui, mais ça fait partie, ça aussi, voilà. Peut-être dans une réflexion de voir, il va falloir enfin dire quelles sont les compétences de l'État par rapport aux collectivités. Moi, je pense que l'État doit avoir s'occuper du régalien. La sécurité, la justice, les affaires étrangères, la santé et l'éducation, parce qu'il faut avoir une vision globale. Mais après, ce n'est pas à l'État de s'occuper d'environnement, de transport. Et donc, il faudra peut-être clarifier ces compétences-là. Après, on a besoin d'un État fort, mais aussi des collectivités territoriales, parce que être maire, c'est être le plus proche de la réalité du terrain. Donc, il y a besoin de ce lien, de cette complémentarité pour agir à bon escient.
En 2026, ça sera la fin de votre mandat de sénateur. Ce seront aussi les élections municipales. En mars. Avant, évidemment, en mars, puisque ça sera en septembre pour la fin du Sénat. Qu'est-ce qui vous empêche d'être candidat au municipal? Rien ne m'empêche. Mais, vous savez, je pense que quand on est sénateur, moi je suis conscient, on est sénateur de tous. Et que, forte chance que je sois recandidat aux élections sénatoriales, mais je serais plus candidat en tant que majorité sénatoriale que forcément mon étiquette politique. Maintenant, je regarde avec un certain intérêt les élections municipales à Nîmes. Je dirai mon mot sur ma famille politique. Je dirai le moment venu quel candidat ou quelle candidate je soutiendrai. Je crois qu'il faudra qu'on soit unis, la droite et le centre. Je veux dire, il faudra qu'on soit unis, les démocrates, face à l'extrême droite et face à une gauche qui risque de s'allier avec l'extrême gauche, ce qui sera dangereux pour la ville de Nîmes. Pour la première fois, il y a quelques semaines, dans Midi Libre d'ailleurs, Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Il y avait un doute jusqu'alors, puisque plusieurs fois dans des interviews, il avait avancé des doutes. Je le vois régulièrement, vous savez, ma proximité avec le Absolument, maire. J'étais à son cabinet, j'étais plusieurs fois son adjoint au maire. Moi, je savais qu'il n'irait pas en 2026 pour diverses raisons. Maintenant, sa parole comptera aussi, parce que c'est le seul maire qui a été 4 fois réélu et il a changé cette ville. Je crois qu'on pourrait y rendre beaucoup hommage parce qu'il a changé cette ville. Un de ses gros dossiers, ses grosses réussites, c'est d'avoir enfin classé un monument de Nîmes à l'UNESCO. Je crois que ça fait partie. Et puis, il aura été ce maire visionnaire pour Nîmes, comme l'a été entre-temps Jean Bousquet. Je ne souhaite pas qu'entre Jean-Paul Fournier et Jean Bousquet, il y a eu Alain Clary. Il y a eu Alain Clary par rapport à la désunion de la droite. Donc, ne faisons pas les mêmes bêtises. Qu'est-ce que vous dites aux prétendants que l'on cite partout, Julien Plantier, Franck Proust, d'abord l'unité, le projet aussi, parce que il faut imaginer, après Jean-Paul Fournier, un autre projet pour Nîmes. Il faut un projet, parce qu'on est élu sur un projet, on est élu sur une dynamique, et puis entre les deux, qui sont l'un et l'autre de bons candidats, il faudra voir celui qui a le plus de chances de gagner, parce que celui qui gagnera, c'est celui qui rassemblera le plus. Écoutez, pour l'instant, je suis auditeur, je suis un observateur de la vie publique, mais à un moment donné, je parlerai aussi, je dirai qui je soutiens. Et ça viendra plutôt? Ça viendra en son temps, vous savez. Les Nîmois seront en élection municipale un an avant, donc sans travailler, je crois qu'il est important de travailler pour l'instant. Et puis on verra, courant 2025, qui sera le réélu. Je voudrais qu'on termine par une question autour de 2 événements qui vont marquer 2024. Les Jeux Olympiques, évidemment à Paris, c'est un rendez-vous international, mais aussi dans le Gard, qui est très impliqué sur le sujet. Et puis la libération de nos territoires, les commémorations autour de la libération des territoires, c'est le 80e anniversaire. Ces 2 événements qui finalement parlent de valeurs, de courage, d'engagement. Et qui vont nécessiter beaucoup de forces de l'ordre, ce qui veut dire que pour nos manifestations locales, que ce soit feria, fête votive, on risque d'avoir moins de policiers ou de gendarmes qu'on avait dans d'autres années. Après, on attend beaucoup des JO avec une complexité. On a, dans la formation que je suis au ministère intérieur, on a eu une semaine sur les Jeux Olympiques. Ouais. On voit très bien qu'il y a une complexité par rapport à la cérémonie d'ouverture sur ces 6 kilomètres sur la Seine qui vont être ouverts au public. Du point de vue de la sécurité, comment on va faire? Bon, quelques craintes, moi je fais confiance. On a voté d'ailleurs une loi spécifique sur les JO avec permettre l'utilisation de drones. Et puis sur le deuxième point, vous savez, j'allais dire, le gaulliste que je suis, ça sera un moment fort, la commémoration de la libération de la France, parce qu'on a eu ce grand monsieur qui a été le général de Gaulle. Il est encore important en 2024, plus que jamais, de commémorer, notamment pour les jeunes générations. Oui, parce qu'il faut se rappeler. Et moi, vous savez, quelque chose que j'ai lu récemment dans la presse qui m'a beaucoup interpellé, c'est de voir que beaucoup de jeunes ne savent même pas que la date de la Révolution française. La Shoah aussi. La Shoah, quand vous voyez ce phénomène. Et vous savez, je suis très heureux, moi, j'essaie en tant que sénateur d'accueillir le plus de conseils municipaux des jeunes pour leur faire visiter le Sénat. Parce que le Sénat, c'est un lieu aussi chargé de symboles. C'est un lieu où a vécu Napoléon. Ouais. Il y a le trône de Napoléon, notamment. Et je trouve que si, à travers mon action également, je peux insuffler à la jeune génération un peu de civisme, qui doit être donné à l'école ou au collège ou au lycée, je ferai aussi mon rôle de sénateur, c'est-à-dire d'essayer aussi de faire passer quelle était l'histoire de France.
Merci beaucoup Laurent Burgoa, sénateur LR du Gard. Vous Merci de votre étiez invitation. mon invité ce soir sur Radio Aviva. Libre-échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. Merci beaucoup. Merci. Libre